Bonsoir, messieurs, dames. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, même si on va parler de choses par moments malheureusement graves. Alors, on va procéder, si vous en êtes d'accord, en deux temps. Je vais vous faire un petit exposé dans un premier temps pour resituer un peu les choses. Et puis ensuite, j'espère que vous pourrez faire des commentaires, surtout poser des questions, en sachant qu'il n'y a jamais de mauvaises questions. Il peut y avoir malheureusement des mauvaises réponses de ma part, mais j'essaierai de vous dire en toute honnêteté si je suis capable d'y répondre ou pas. Alors d'abord, il faut qu'on sache bien de qui on parle. Adolescent, c'est quoi, hein, c'est qui? Il faut se rappeler que la vraie adolescence, ça démarre au moment de la puberté, 12 ans et demi, avec toujours un petit décalage, les filles étant plus précoces que les garçons, y compris sur le plan de la puberté, et pas seulement, comme chacun sait. Et normalement, la fin de l'adolescence, c'est la fin de la période de croissance, c'est-à-dire 16, 17 ou 18 ans. Donc les vrais adolescents, comme le mot l'indique, hein, le mot adolescent, ça vient du latin adolescens, qui veut dire en train de grandir, en train de pousser, comme on le dirait d'une plante. Normalement, la vraie adolescence, ce serait les 12-18 ans. Mais vous avez bien compris que dans notre société, c'est une nébuleuse qui démarre avant, les fameux pré-ados, qui se sentent adolescents avant l'heure vers l'âge de 9-10 ans, comme les parents sans doute que vous êtes, pour certains le savent très bien. Et puis, ça ne s'arrête pas à 18 ans, ça continue au point que parfois, jusqu'à même 25 ans, les jeunes gens eux-mêmes ne savent pas si ce sont de vieux adolescents ou de jeunes adultes. Et c'est vrai que notre société ne favorise pas non plus la perception de l'âge adulte, puisqu'ils sont malheureusement souvent encore très très dépendants de leurs parents, de leur environnement, sur le plan matériel, mais pas que. Donc ça, d'abord, voilà, on va dire les jeunes, les moins de 25 ans, et en particulier donc les adolescents et jeunes adultes, voilà, qui sont représentés. Ensuite, la deuxième chose qu'on doit absolument préciser avant de prendre le Covid en compte, c'est que notre société se caractérise par deux choses très importantes qui marquent nos jeunes. La première chose, c'est que nous sommes dans une société de consommation. Et nos ados sont de très grands consommateurs. Et je trouve qu'on ne s'arrête pas suffisamment sur le mot consommation, parce que si par exemple le fait de manger et de boire sont des actes bien entendu vitaux, et aussi des actes socio-culturels par lesquels nous, les humains, nous échangeons entre semblables, le fait de consommer, ce n'est pas du tout équivalent à manger ou boire. Ce n'est pas du tout équivalent, puisque dès le latin, consommer, consomare, voulait dire achever, détruire. Donc un mot qui n'est pas du tout sympathique. Et du coup, il faudrait dans nos têtes savoir que consommer, c'est avaler, ingurgiter, absorber quelque chose qui peut être en effet de la nourriture, qui peut être une boisson, les fameuses consos dans les discothèques, mais plus largement tout ce qui va être avalé, absorbable, et évidemment les séries, les images, etc. Tout ce qui peut être pris, mais éventuellement rejeté, c'est l'acte de consommer, et ça marque nos jeunes. Il faut vraiment qu'on en ait tous conscience. L'adage des adolescents d'aujourd'hui, c'est « je prends, mais aussi je jette ». Que ce soit, encore une fois, des choses alimentaires ou des choses au sens figuré. La deuxième chose qu'on doit vraiment tous avoir en tête, c'est qu'on est aussi en train de vivre une vraie révolution qui est incroyable,
dont on n'a peut-être pas encore tous bien conscience, qui est loin d'être terminée, qui est la société du numérique. Et qui, comme vous le savez, provoque des bouleversements extrêmement importants dans nos pratiques, dans nos usages, avec un aspect sur lequel on ne met pas souvent, enfin assez souvent l'accent, c'est qu'à la différence des grandes inventions depuis l'histoire des humains, l'invention de la roue, l'invention de la poulie, l'invention de la vapeur, la machine à vapeur, l'électricité, etc. Toutes ces inventions qui faisaient que normalement les aînés en savaient davantage que les jeunes et étaient toujours en position d'éduquer les jeunes à ces pratiques, les jeunes gens étant des apprentis, on a affaire avec la révolution numérique à une première dans notre histoire, c'est que les jeunes en savent davantage que les adultes dans le maniement de ces nouveaux outils numériques. Et que c'est nous, les adultes, qui apprenons d'eux, parce qu'on s'en rend compte, et il y a eu des tas de tests de psychologues qui ont pu être faits. On laisse un iPhone dans les mains d'un petit enfant de 2 ans. Instinctivement, il va toucher l'écran, et même il est capable d'aller retrouver dans les photos le portrait de sa mère. Enfin, c'est des choses qui paraissent absolument invraisemblables. Alors que certains d'entre nous mettront un quart d'heure avant d'aller trouver comment ça s'ouvre. Donc ça, c'est un aspect qui est important parce que ça vient pulvériser par moments le concept même d'éducation, c'est-à-dire de transmission. Qu'est-ce que les adultes sont capables de transmettre aux jeunes et qu'est-ce que les jeunes sont capables d'accepter comme transmission de la part des adultes. Et vous avez sans doute observé comme moi que dans un certain nombre de situations, les jeunes, non, ils ne se sentent pas apprentis. Ils ont envie d'être à égalité avec les adultes et donc ils ont même l'impression parfois d'en savoir autant que les plus âgés. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, 2 caractéristiques qui sont très très importantes à avoir en tête. Un, consommateur, je prends, je jette tout ce que je veux ou tout ce qu'on me propose. Deuxième chose, enfants du numérique, enfants digitaux, ados.com, comme je les appelle, avec donc une sorte d'appendice, une sorte d'extension d'eux-mêmes qui s'appelle le smartphone. Et ils sont toujours sur leur smartphone avec l'impression que c'est un élément d'eux-mêmes. Il faut se rappeler d'ailleurs que nous, on dit numérique, mais vous savez, les anglo-saxons disent digital, comme synonyme, et digitus, c'est le doigt en latin, puisque on a voulu par ce mot-là signaler que les informations numériques sont des informations codées par des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, évidemment, comme toujours, nous les Français, on a choisi de faire différent des autres. On dit numérique, mais enfin, ça veut dire la même chose que digital. Donc, nos enfants sont digitaux jusqu'au bout des doigts, si on peut dire, avec leur fameux, ce qu'on appelle le portable. Ça, c'est un aspect qui est aussi très important parce qu'on va voir que ça crée des soucis. Ça crée des soucis, y compris quand on est dans un environnement qui va plutôt bien, parce que le fait d'avoir des enfants consommateurs, ça fait que pour leur faire plaisir, on a toujours envie d'anticiper leurs besoins. Et malheureusement, on est à côté de la plaque dans un certain nombre de cas, et on le sait, le jour de Noël, quand au pied du sapin, l'enfant joue davantage avec les emballages qu'avec les jouets, tellement il y en a. Donc ça donne un aspect, si vous voulez, de surcharge, de trop, d'excès, qui va pas forcément du coup être correctement traité.
Et puis aussi parce que cette digitalité, ce numérique va modifier beaucoup les relations intrafamiliales et d'une manière plus large interpersonnelle et provoquer des remous considérables avec une autre caractéristique très importante, c'est que les ados, les enfants d'aujourd'hui, dès l'âge de 6-7 ans, sans doute parce qu'ils ont été extrêmement gâtés, choyés, attendus depuis qu'ils sont conçus et depuis qu'ils sont tout petits, ils n'ont qu'une idée en grandissant, c'est prendre leur distance par rapport aux parents. La caractéristique, si vous voulez, de la progression du développement psychologique d'un enfant, c'est petit à petit de prendre ses distances par rapport à ses parents. Et ce signe-là, le moment où se déclenche ce processus, vers l'âge de 6-7 ans, moi je l'appelle le signe de la biscotte. Le signe de la biscotte consiste pour des parents à prendre leur petit déjeuner en présence de leur enfant et à bien mâchouiller devant lui des biscottes. Si l'enfant ne lève pas le nez de son bol, c'est qu'il est encore enfant. S'il dit « arrêtez avec vos bruits », c'est qu'il est obligé déjà de prendre ses distances et tous les effets de rapprocher vont l'indisposer. De plus en plus. On va aller en ville faire des courses, il marchera devant ou derrière, mais pas à côté. Quand on le déposera devant l'école, il ne faudra pas le déposer devant l'entrée, parce que sinon c'est la honte. Et ainsi de suite, et vous avez bien compris que c'est douloureux évidemment pour les parents, parce que ça se passe avant même l'adolescence, hein. Ça commence très très tôt, de plus en plus tôt. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait tous en tête, encore une fois, avant de s'occuper du Covid, c'est qu'ils n'ont qu'une idée, c'est prendre peu à peu leur distance, mais ils ont un camp de base. Leur camp de base, c'est leur chambre. Et ça fait partie évidemment aussi des nouveautés de notre société. On a peu d'enfants et du coup, notre habitat, dans la plupart des cas, comporte pour chaque enfant une chambre, et en particulier la fameuse chambre de l'ado, ce que va devenir la chambre de l'ado, c'est-à-dire son gîte, son nid, son antre, sa tanière, selon les points de vue des parents. Et il va en fait occuper cet espace et se développer à l'intérieur de cet espace en projetant sur sa chambre l'intérieur de sa tête. Donc, messieurs, dames, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous dites que c'est le bazar dans la chambre de l'ado, c'est que c'est le bazar dans sa tête, en fait. C'est l'exacte mesure des agitations, de ce qui lui passe dans la tête, et qui fait que, ben oui, il y a du désordre, il y a des choses mélangées, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, c'est important de savoir que c'est à la fois son lieu de projection et c'est aussi son lieu de protection. C'est-à-dire c'est là qu'il va venir, il ou elle, venir se réfugier quand ça ne va pas avec le reste de la famille. C'est ça les grandes caractéristiques, si vous voulez, avant même qu'on parle du Covid, avec donc une propension pour ces enfants, ces jeunes gens, au fur et à mesure de leur distance prise par rapport aux parents, ne pas se retrouver tout seuls, isolés dehors, parce qu'ils ne se sentiraient pas bien. Donc ils n'ont qu'une idée, c'est quitter les parents, mais très 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 vite rejoindre la communauté des pairs, PAIRS, des semblables, pour faire corps groupal avec les pairs. Alors, il y a des stéréotypes. Les jeunes filles, souvent, le font avec leur meilleure amie. Elles font un duo qui va s'intégrer dans un corps groupal d'autres ados.
alors que les garçons sont souvent plus à 3 ou à 4. C'est plus un trio et un quatuor de jeunes gens qui vont intégrer ensuite un groupe. Voilà à peu près comment les choses se passent. Mais ce qui est sûr, c'est que pour eux, c'est vital de rejoindre le corps groupal des pairs, parce que sinon, ils se retrouveraient particulièrement démunis à force de prendre leur distance. Et d'autre part, savoir aussi que prendre leur distance, ça ne veut pas dire quitter les parents. Ça veut dire que très régulièrement, au contraire, ils veulent revenir et qu'il ne s'agirait pas de leur dire écoute, tu veux te débrouiller tout seul, ciao, et puis tant mieux, profite. Il ne s'agirait pas de leur dire ça parce qu'ils seraient tout à fait perdus. Voilà comment on peut composer, si vous voulez, à peu près le portrait d'un ado standard avant Covid. Le problème de la crise sanitaire, c'est que c'est venu toucher chacun de ces domaines, chacune de ces particularités, en exagérant le problème. Le confinement, ça a déjà pour effet de les priver du corps groupal. Donc les voilà qui ne peuvent plus intégrer le corps groupal des autres jeunes, puisque vous savez bien que les ados, devant le collège ou devant le lycée, quand ils se voient le matin, ils ont besoin de s'embrasser, de se tenir, de se toucher, de se faire des câlins. Et là, d'un seul coup, on leur dit que c'est fini, il faut rester à 1,50 m de distance. Vous vous rendez compte ? Donc ça, on n'a pas tous bien eu conscience de ça en tant qu'adultes. Ça nous a, nous aussi, évidemment frappés, mais encore plus les ados, parce que le fait d'être à distance de l'autre, c'est du coup se sentir isolé, surtout quand on est masqué, et surtout quand, à l'âge de l'adolescence, on utilise aussi sa bouche pour parler, mais aussi pour sourire, pour séduire, pour s'intéresser aux autres. Bref, ils ont été extrêmement privés par tout ça. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, privés du corps groupal des pairs, ils ont été privés, vous voyez, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont été privés de leurs enseignants. Et on s'est rendu compte que, contrairement aux adultes qui ont plutôt pas trop mal vécu le télétravail, les ados, ils ont majoritairement pas aimé le télétravail. Ils n'ont pas aimé le télétravail déjà pour une raison, c'est que du coup ils étaient privés de leurs camarades, puisque aller à l'école c'est aussi aller rencontrer ses camarades, mais aussi privés des enseignants. Et un certain nombre d'ados nous ont dit que eux, ils avaient besoin de voir leur prof, qu'ils avaient besoin de pouvoir lui demander des conseils, etc., ce qu'ils ne pouvaient pas faire de façon distancielle. Et donc ça, c'est plutôt quand même rassurant, si vous voulez, de la part des jeunes, de voir que non, ils ne sont pas prêts à être éduqués par Google. Ils aiment bien sûr aller pêcher des choses sur Internet, mais ils ont également besoin de la transmission par leur professeur. Mais l'autre effet, c'est que confiné, ça veut dire à la maison. Et ça veut dire que si les parents sont également confinés et eux-mêmes en télétravail, il y a eu des tas d'endroits où la promiscuité a créé des tensions très importantes, puisque l'ado était dans sa chambre, mais il entendait ce qui se passait puisque ses parents étaient là, alors que normalement ils sont ailleurs. Et puis les parents anxieux pour savoir s'il a fait quand même ses devoirs en télétravail, il venait ouvrir la porte de la chambre et l'interpeller en disant « Alors, est-ce qu'on vous a donné un contrôle ? Est-ce que tu as des devoirs à faire ?» etc. Beaucoup d'ados se sont sentis comprimés, prisonniers, et du coup, plus du tout tranquilles au niveau de leur antre, hein, de leur fameuse chambre. Et quand ils ne répondaient pas bien aux injonctions parentales, la très mauvaise idée des parents était de les priver de leur portable. Alors là, en général, quand j'en suis là, dans une conférence, ça provoque un petit peu des mouvements.
Je ne suis pas contre les punitions. Je pense qu'il y a des tas d'exactions qui imposent chez les enfants et les adolescents des punitions, comme par exemple des privations de sortie. Mais je vous en conjure, chers parents, lorsque vous croyez bien faire en confisquant le portable de votre enfant, vous le martyrisez, vous l'amputez de quelque chose qui lui est vraiment indispensable, qu'il va très mal vivre et qui peut le conduire malheureusement à faire des choses terribles, comme fuguer, comme tenter de se suicider, comme des choses qui sont vraiment, vraiment dramatiques. Il faut vraiment faire attention à ça. Quand on est dans un registre éducatif pur, c'est-à-dire à l'école, qu'il est interdit d'utiliser un portable en classe, que l'élève se fait prendre en train de jouer avec son portable en classe, il est normal que l'école lui confisque l'objet et demande ensuite à ce que ses parents viennent le récupérer. Ça, c'est une règle éducative extra-familiale normale. Par contre, à l'intérieur de la maison, les punitions, elles ne doivent pas passer par la privation du portable. Ça, si vous saviez le nombre de cas que j'ai pu connaître, qui ont produit des événements dramatiques à cause de ça, c'est incroyable. Donc ça, il faut qu'on l'ait tous bien en tête. Après, on peut déplorer, on peut dire c'est dommage, ils sont tout le temps dessus, etc. Ben oui, mais ils sont tout le temps dessus parce qu'ils ne peuvent pas être autrement, parce que c'est leur lien, c'est une autre manière d'être en groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin d'être en vrai, en chair et en os, mais ça veut dire qu'ils ont toujours besoin d'avoir des nouvelles, de savoir où en sont les autres. Et probablement que sur un plan psychologique, d'ailleurs, ça a un sens. Peut-être que dans notre société, où chacun sait qu'un enfant ne se définit plus, comme à mon époque, en disant qu'il est le fils ou la fille de un tel, qu'il est de telle région, ou que ses parents font tel ou tel métier, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne se définissent pas comme ça. Ils doivent s'auto-définir autrement. Et cette auto-définition, elle passe par, évidemment, très souvent l'image, et donc par les réseaux sociaux, au premier rang desquels, comme par hasard, il y a 2 réseaux sociaux qui vraiment sont vraiment les plus utilisés par les jeunes, c'est Instagram et TikTok. Facebook, c'est pour les parents. En général, ils ont gardé le compte, mais souvent, ils l'utilisent comme faux compte. C'est-à-dire, c'est par exemple une page Facebook qu'ils savent que leurs parents consultent, et dedans, ils mettent des fausses infos du genre « Christelle, est-ce que tu crois qu'on va nous rendre le contrôle de maths ?»« Oh, j'espère, moi aussi. » Enfin, vous voyez, ça, quand ça parle de ça, si vous voulez, c'est probablement une fausse page. Donc eux, ils sont sur Instagram et TikTok, et ils peuvent pas vivre sans ça, parce que probablement que ça contribue à leur définition d'eux-mêmes, pour savoir à quelle appartenance, quel courant, quel groupe ils appartiennent. Ils ont besoin de s'auto-produire d'ailleurs. Hein. Et comme vous le savez, quand vous voyez certains comptes Instagram, c'est une succession de mises en scène et de selfies améliorés, où le jeune, de toutes les façons, avec toutes les coiffures, tous les accessoires possibles, s'auto-définit en image sur son compte. Alors, bon, pendant cette pandémie de Covid, les choses se sont donc du coup un peu crispées à tous ces niveaux-là, à la fois sensation d'isolement, à la fois promiscuité trop importante à la maison, ou carrément absence de la famille, parce que éloignement et confinement, drames familiaux lorsqu'un grand-parent décédait du Covid, avec donc des angoisses, évidemment des angoisses de mort, qui ont beaucoup attaqué les jeunes,
pour certains, qui se sont surconfinés de peur d'attraper le Covid. Et là, je me permets d'insister sur un aspect sur lequel on n'a pas suffisamment dit de choses. La très grande majorité des ados ont tout à fait adopté les gestes barrières dès le départ. Mieux que beaucoup d'adultes. Alors qu'on leur a beaucoup reproché d'être propagateurs du virus, de pas faire attention, c'est pas vrai. Beaucoup d'adultes auraient dû s'apercevoir que les jeunes, non, ils ont suivi les consignes parce que certains ont été très affectés, très angoissés par la peur d'attraper cette maladie. Quoi qu'il en soit, et même si ça a provoqué donc des tensions, pour les ados qui vont plutôt bien, la gestion a pu se faire avec des moments de tension. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, pour un parent d'ado, il y a 4 à 5 ans de sensible, où il va y avoir des moments de tension à propos des horaires de sortie, à propos des usages, à propos de combien de temps tu restes sur Internet, etc. 4 à 5 ans de tension, mais fort heureusement, pour une majorité quand même de jeunes gens, ça se passe plutôt bien. Par contre, pour un nombre devenu important depuis le Covid de jeunes, avant le Covid, c'était un adolescent sur 7 qui allait mal et qui avait des signes de mal-être dont on va parler maintenant. Depuis le Covid, c'est 1 sur 5, c'est-à-dire 25%. C'est-à-dire le quart des adolescents. C'est énorme. Le quart des adolescents, à partir de la période de Covid, bien eux, ça ne s'est pas bien passé du tout. Tous ces moments-là, il y a eu plus que des tensions, parce que ces jeunes gens, eux, c'est pas la prise d'écart, la mise à distance par rapport aux parents qui leur importe, c'est de pratiquer des conduites de rupture par rapport à un certain nombre avec un certain nombre d'ingrédients, d'éléments qui vont différer, mais toujours avoir pour caractéristique de donner comme synonyme au verbe casser, au verbe rompre, des synonymes. Casser, déchirer, se casser, se déchirer, se couper. Et tous ces mots clés-là, qui sont des équivalents de rupture, vont largement apparaître dans le comportement des ados. Alors, quel genre de comportement au sens propre et au sens figuré? Se casser, faire une fugue. Et que dit l'ado concerné? Je me casse. Se casser, c'est donc une manière de rompre avec dans la tête du jeune fugueur le sentiment que ici et maintenant, là où il réside, ça va pas. Pas forcément en lien avec les gens avec qui il vit d'ailleurs, mais ça va pas. En lui, ça va pas. Et il a donc besoin de quitter précipitamment le lieu où il réside pour espérer, en quelque sorte, semer son mal-être. Comme quelqu'un qui se retournerait sur son ombre et qui essaierait de vite courir dehors pour semer son ombre. Bien entendu, une fois arrivé dehors, l'ado se rend compte qu'il est parti avec son ombre. Il a emporté son mal-être avec lui. Et donc là, il attend, plus ou moins consciemment, qu'on ait repéré qu'il n'était pas là, première chose. Et la deuxième chose, qu'on aille le chercher. La pire chose qu'on puisse faire à un jeune fugueur, c'est de ne pas se rendre compte qu'il est en fugue, d'une part, et de ne pas aller le chercher en croyant qu'il rentrera quand il aura froid, quand il aura faim, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment un signe de rupture très important, qu'il faut prendre en considération parce qu'il est précoce. C'est souvent l'une des premières conduites de rupture.
et qu'il faut savoir reconnaître à temps comme étant en effet un signe de souffrance. Deuxième aspect qui consiste à se casser ou à se déchirer, c'est évidemment utiliser l'alcool et les drogues, non pas à des fins récréatives ou festives comme on le dit, mais en usant et abusant de ces substances pour ne plus penser. Ce n'est pas des jeunes qui vont s'amuser et qui vont simplement boire pour faire comme leurs camarades. C'est des jeunes gens qui vont utiliser les moments festifs pour aller au plus loin de la rupture. Et c'est eux, évidemment, qu'on va retrouver le matin, le nez dans leur vomi, ramassés par les pompiers, en coma éthylique, ou ayant absorbé des drogues. Vous voyez, il faut bien faire attention de distinguer ces ruptures-là des phénomènes de fêtes adolescentes qui, comme on le sait, sont particulièrement arrosés dans notre société, puisque les jeunes ont une pratique de la fête qui consiste à faire ce qu'on appelle le binge drinking, c'est-à-dire à boire beaucoup en un minimum de temps, comme s'il fallait qu'ils changent très vite de situation, comme si, après avoir été trop contraints, il fallait que d'un seul coup, ils puissent se lâcher à travers donc ces fêtes un peu débridées. Mais ceux qui vont mal, eux, ils vont toujours aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'on doit reconnaître et retenir, si vous voulez, comme signe de souffrance. Mais se déchirer ou se couper, c'est aussi se scarifier. Et aujourd'hui, c'est devenu un trouble adolescent extrêmement fréquent qui amène des jeunes gens qui vont mal à se faire du mal, à s'auto-attaquer. Alors, on appelle ça des automutilations, c'est nos amis anglo-saxons qui ont utilisé le mot. En fait, c'est impropre, parce que mutilare, ça veut dire couper, se priver d'un organe ou d'un segment de membre, comme par exemple se crever un œil ou se couper un doigt. Ça, ce sont de véritables automutilations. Là, il s'agit en réalité de lésions cutanées auto-infligées. Ça concerne la peau et ça, c'est marqué par 3 formes de lésions. Les scarifications, qui sont des estafilades assez superficielles produites par un objet, une lame de rasoir ou un morceau de verre. L'abrasion cutanée, par frottement ou par utilisation des ongles pour griffer et abraser la peau, ou par brûlure, en apposant sur la peau la braise d'une cigarette, ou carrément un objet métallique porté au fer rouge, ou carrément le briquet directement sur la peau. Donc des lésions cutanées qui vont avoir une caractéristique importante qu'il faut qu'on ait tous en tête. Un ado qui va pas bien, qui est en situation de souffrance, va en effet avoir envie de s'automutiler, notamment plus les jeunes filles que les garçons. Alors ça, c'est un premier aspect qu'il faut aussi qu'on ait bien en tête, c'est que les filles ont tendance à s'en prendre à leur corps propre quand elles sont en situation de mal-être. Alors que les garçons ont tendance à utiliser leur corps comme vecteur d'action contre autrui. C'est pour ça que les garçons qui vont mal, ils sont au même nombre que les filles qui vont mal. Il n'y a pas plus ni de garçons ni de filles, mais simplement, ça peut différer. Les filles vont plus souvent voir des gens du sanitaire parce que les troubles qu'elles présentent relèvent plus souvent du domaine de la santé, alors que les garçons vont plus souvent être confrontés à des juges, à des éducateurs, parce qu'ils vont provoquer des actes antisociaux comme signe de mal-être. Ça, c'est très important de savoir ça. C'est-à-dire qu'un garçon qui va mal va plus avoir envie de taguer, donc de scarifier les murs de la cité, alors que la fille, elle va avoir tendance
à se taguer elle-même, si je puis dire, en s'auto-attaquant. Mais il faut aussi savoir que, comme toujours en matière de choses un peu stéréotypées, c'est que ça c'est vrai dans la proportion de 2/3, 1/3 des cas, mais qu'il y a donc des garçons qui s'auto-attaquent le corps et des filles qui pratiquent la violence antisociale. Et que donc c'est pas du tout, si vous voulez, un marquage comme ça par genre qui ferait qu'il y aurait vraiment deux camps bien séparés. Mais il faut avoir en tête quand même qu'il y a ces différences-là. Alors, un adolescent, donc plutôt une adolescente plus souvent, qui est en souffrance, va utiliser sa main directrice, par exemple sa main droite, comme main effectrice, pour attaquer son avant-bras opposé, c'est-à-dire le gauche en l'occurrence, si c'est une droitière, à partir du poignet jusqu'au pli du coude, en pratiquant, si c'est des scarifications, des estafilades souvent parallèles les unes aux autres, au point que l'une de mes patientes, à qui je demandais comment elle s'appelait, a levé sa manche, elle m'a dit « Je m'appelle pas, voilà mon code barre ». Vous voyez un peu le genre. Hein ? Lorsque ça ne dépasse pas de l'avant-bras opposé, c'est une situation de souffrance, mais ça ne donne pas un indicateur de gravité. Si par contre, les scarifications, les abrasions et les brûlures ont lieu ailleurs que sur l'avant-bras, en particulier sur la racine des membres au niveau des épaules, ou à l'intérieur des cuisses, ou sur le ventre, et a fortiori sur la poitrine ou sur le visage, là on a affaire à une véritable souffrance identitaire, et il faut être capable de penser que lorsqu'une jeune fille se scarifie l'intérieur des cuisses et le ventre, il va falloir impérativement lui demander si elle n'a pas été victime de violences sexuelles. Et c'est quelque chose, vous voyez, qui est étrange en termes d'exploration clinique, parce que la jeune fille concernée n'a pas conscience que si elle s'inflige ces blessures à ces endroits du corps-là, c'est parce qu'elle a été victime de violences sexuelles, et pourtant c'est là qu'elle le fait. Vous voyez ? Un petit peu comme si c'était donc des signes qui sont destinés aussi à être reconnus par les autres. Il y a dans toutes ces conduites de rupture une dimension, alors on ne peut pas dire d'appel parce que le mot n'est pas suffisant, si vous voulez, une sorte de quête désespérée de reconnaissance. Finir le nez dans son vomi au petit matin, laisser traîner une lame de rasoir souillée avec du sang dans son lit, laisser des traces de vomi près de la cuvette des toilettes, tous ces restes-là, si vous voulez, évidemment inconsciemment, à l'insu de leur plein gré, sont, selon moi, de la part de ces jeunes gens, en réponse, une quête désespérée de reconnaissance. Si on ne voit pas qu'ils vont mal, si on ne manifeste pas notre inquiétude à leur sujet, alors on ne les reconnaît pas, et donc on risque de voir se répéter ce type de comportement. Alors on ne va pas rentrer dans le détail également là, des troubles des conduites alimentaires qui vont par excès ou par défaut procéder, là vous voyez encore du je prends, je jette, hein, la crise de boulimie par exemple, j'avale, j'ingurgite et puis je vais ensuite me faire vomir pour rejeter. Retenons qu'il y a 5 critères de gravité, quelles que soient ces conduites de rupture, qu'il faut tout le temps avoir en tête. Le premier indicateur de gravité, c'est l'âge d'apparition des premières conduites de rupture. Avant la crise du Covid, je vous aurais dit 15 ans. Depuis la crise du Covid, je vous dis 14 ans. Il y a un rajeunissement, une plus grande précocité d'entrée dans les conduites de rupture chez nos jeunes actuellement. De plus en plus de très jeunes adolescents. Deuxième signe de gravité, le cumul des conduites de rupture. Je fugue et je me scarifie et je m'enivre avec de l'alcool ou des drogues jusqu'à être dans le coma. Je pratique 3 conduites de rupture simultanées
c'est en soi un signe de gravité. Bien sûr, l'intensité de la rupture, encore une fois, entre un coma éthylique et une cuite, c'est pas là, on n'est pas du tout, on parle pas de la même chose. Quatrième critère, c'est la répétition. C'est pas un phénomène isolé, ça a tendance à se répéter parce que c'est comme ça que l'ado espère se calmer, parvenir à surmonter son mal-être. Et puis le cinquième critère, c'est la fameuse inversion par genre. C'est-à-dire quand les garçons utilisent des actes de rupture traditionnellement reconnus chez les filles, et inversement, quand ce sont les filles qui adoptent ce type de comportement. Ces 5 critères-là sont des warnings qui doivent signaler que le jeune est en grande souffrance. Alors ça ne dit pas de quoi il souffre, évidemment. Ça dit en tout cas qu'il y a, et c'est ça à mon avis le plus important à avoir en tête, pour qu'il y ait situation de souffrance à ce point-là, il faut qu'il y ait souffrance identitaire. Alors attention, là on parle de l'identité au sens psychologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je me reconnais en tant que moi-même, singulier, différent de ceux qui m'ont conçu, et en même temps apparenté et évidemment en lien avec ceux qui m'ont fabriqué. Le sentiment d'identité. Et ce sentiment d'identité, il peut être attaqué de diverses manières. On vient d'en donner un exemple à travers les violences sexuelles. C'est évident que les collègues qui, dans la salle, travaillent dans le monde sanitaire ou médico-social le savent aussi bien que moi. Les violences sexuelles subies dans l'enfance produisent toujours à l'adolescence une émulsion identitaire majeure qui peut les conduire jusqu'au suicide. Et donc il faut vraiment le reconnaître à temps, et quand on sait qu'un enfant a été victime de violences sexuelles, il faudra faire attention pour quand il va devenir adolescent, parce que pour lui, ça sera compliqué de faire avec la sexualisation des liens et de son corps et de ses pensées lorsqu'il a subi des choses qui n'étaient pas du tout supportables au temps de l'enfance. Mais, bien entendu, la crise identitaire, ça peut être le fait d'être victime de secrets de filiation, de non-dits, ton père n'est pas ton père, on t'a pas dit la vérité sur tes origines, etc. Les enfants adoptés dans des conditions particulières, dans des adoptions plutôt tardives, plutôt des adoptions étrangères, qui amènent ensuite le jeune à avoir du mal à faire avec sa préhistoire et son histoire adoptive, et à concilier les deux. Et c'est très souvent, là encore, l'occasion d'un orage identitaire au temps de l'adolescence. Ça ne veut pas dire que tous les enfants adoptés vont présenter des troubles, mais ça veut dire que quand ils sont en effet enfants adoptés, il faudra s'attendre au temps de l'adolescence à des orages identitaires majeurs à certains moments. Quand les questions de d'où viens-je, qui suis-je, où vais-je vont agiter leur esprit. Bien entendu, l'identité de son genre. Aujourd'hui, vous savez que beaucoup de jeunes gens remettent en question pas du tout seulement leur orientation sexuelle, mais leur genre en ne faisant plus un avec eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas un avec le corps, le genre de naissance. Ils ont, eux, le sentiment d'appartenir à un autre genre, ou bien carrément à pas de genre du tout. Et tout existe dans ce cas-là, aussi bien le transgenre classique, qui consiste à, de façon binaire, à aller vers l'autre genre, mais ça peut être aussi agenré. Il y a des jeunes gens qui se sentent, eux, ni garçons ni filles, et qui voudraient être reconnus comme tels. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est fréquent chez un certain nombre de jeunes, et qu'il faut reconnaître cette différence, parce que sinon, c'est source de discrimination et c'est source de grande souffrance pour ces jeunes
qui ont du mal à faire avec le fait d'être différent. Vous savez qu'il est toujours plus facile d'être pareil que les autres que d'être différent des autres. Il faut avoir le potentiel, la capacité de pouvoir faire avec. Alors, on m'interroge souvent sur cette affaire-là en me demandant si c'est tout à fait nouveau, si c'est... Alors, en réalité, les histoires de dysphorie de genre, ça a toujours existé. On a des traces chez les Grecs, chez les Latins, etc. Il y avait déjà, bien sûr, et puis dans les contes, légendes, dans les contes mythologiques, bien entendu, des moitié hommes, moitié femmes, etc. Tout ça, ça a toujours existé. Donc, en soi, c'est pas une nouveauté. Ce qui est probablement en ce moment une nouveauté, c'est la fréquence. Et moi, je l'attribue à deux types de choses. La première, c'est que quand même, la médiatisation du phénomène, probablement, provoque chez un certain nombre d'ados cette interrogation-là, alors que peut-être ils ne se la seraient pas posée il y a 20 ans ou 30 ans. En tout cas, donc, ce n'est pas la cause, mais ça peut être un accélérateur. Et puis la deuxième raison, qui me semble plus profonde, je vais vous l'énoncer de la manière suivante. Les mentalités évoluent avec les progrès des sciences et des techniques en anticipant toujours le progrès à venir qui n'est déjà plus de la science-fiction. Ainsi, actuellement, nous savons tous que le clonage humain est un événement qui va probablement se répandre et qu'on va connaître dans quelques mois, quelques années dans notre société. C'est-à-dire la capacité à se reproduire à partir de ses propres cellules souches sans la sexualité. Une première dans l'histoire des humains, si vous voulez. À partir du moment où il n'est plus nécessaire d'avoir un monsieur et une dame pour faire un enfant, mais que tout un chacun peut le faire à partir de ses propres cellules, dans ce cas-là, le genre qu'on a à la naissance n'a plus d'intérêt, puisque ça ne changera rien. On pourra choisir. Et donc je crois que même si on n'en a pas conscience, si vous voulez, le fait d'accéder à un choix possible sur quelque chose qui était, jusqu'à il y a un passé assez récent, impensable, amène probablement, en tout cas, irrigue, nourrit le sentiment que tout peut se choisir. On peut choisir de faire avec ou de ne pas faire avec son genre de naissance. Ce qui n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle qui, elle, procède évidemment d'autres choses et qui a là aussi toujours existé. Il n'y a jamais de... On sait bien que l'homosexualité a toujours été dans la vie des humains. Autre problème, alors évidemment, donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer dans le problème de genre que l'adolescent soit se fait discriminer et du coup, évidemment, souffre du harcèlement, ou vit difficilement d'accepter aux yeux de ses parents, aux yeux de ses amis, de se sentir tout à fait différent. Bien entendu, la maladie mentale, malheureusement, même si ce n'est pas le plus fréquent, mais c'est vrai que la schizophrénie est une effroyable maladie qui se déclare le plus souvent à l'âge de 15 ans, on ne sait pas encore pourquoi. Il y a probablement une influence des hormones sexuelles, puisque le diabète, c'est aussi à 15 ans. Il y a des maladies, la maladie de Crohn, c'est une maladie digestive qui se déclenche aussi autour de 15 ans. Probablement que ces maladies chroniques, leur déclenchement en tout cas, répond peut-être à des sollicitations hormonales.
Mais c'est vrai que la schizophrénie, ça provoque une pulvérisation du sentiment identitaire, de la même manière que les grandes maladies dépressives. Et on sait aujourd'hui que les adolescents peuvent être malheureusement porteurs de ces maladies et d'être touchés par la maladie dépressive qui va les conduire à, par moments, ne plus se sentir suffisamment exister. En tout cas, si vous voulez, quelles que soient les raisons pour lesquelles le jeune est en souffrance identitaire, il faut qu'on ait en tête qu'il y a trois choses qui vont se passer. La première chose, c'est que le jeune qui se sent mal a envie que ça s'arrête. Donc il va être preneur de tout ce qui vient faire coupure, rupture avec la pensée qui est censée être perturbée, pleine d'obsessions, etc. Couper avec la pensée, ne plus penser, pour ne plus souffrir. Première chose. Tous les ados qui vont mal seront d'accord si vous leur demandez « Est-ce que tu as voulu arrêter de penser ?» 100% diront oui. Deuxième caractéristique, c'est pas j'espère qu'il va m'arriver des problèmes, c'est je veux prendre la main sur mon mal-être, je veux agir pour ne plus souffrir. Donc, je ne veux plus penser, mais je veux le faire en agissant moi-même, en prenant en main. Et vous voyez comme les mots parlent d'eux-mêmes, quand on prend une lame de rasoir pour aller se scarifier, on prend en main quelque chose pour se provoquer quelque chose sur soi. Et donc, agir pour ne plus souffrir. Et puis le troisième aspect, celui-là, il est vraiment terrible parce que pas toujours reconnu. C'est que, comme je vous disais tout à l'heure, derrière chaque acte de rupture, il y a une revendication désespérée d'être reconnu dans sa souffrance. Alors les gens vont appeler ça de l'appel, ils vont dire elle a avalé des cachets, c'est pas une véritable tentative de suicide, c'est un geste d'appel. Et moi je dis non, parce que geste d'appel, ça va énormément dépendre du contexte. Il y a des jeunes gens qui veulent dormir en avalant des cachets et qui vont mourir parce qu'ils vont se noyer dans leur vomi après avoir avalé les cachets. D'autres qui veulent mourir et qui fort heureusement vont réchapper parce qu'on va les sauver à temps. Tout est possible. Il faudra toujours en tout cas reconnaître l'idée suicidaire et la tentative de suicide comme un acte de rupture. Et pour certains, quand on va au plus loin de la pensée suicidaire, c'est une façon d'imaginer, donc, arrêter de souffrir, agir pour ne plus souffrir, et même, donc, au maximum, se débarrasser de son corps, de cette vie-là, de cette corporéité-là qui a été attaquée, humiliée, bafouée, etc. Se défaire de cette vie-là, point de suspension, en espérant secrètement exister davantage mort que vivant, en occupant à jamais la tête de ceux qui restent. Et ça, c'est le ressort de l'acte suicidaire à l'adolescence. C'est pas disparaître, comme comme le dit le mot, c'est-à-dire cesser de paraître. C'est comme l'a écrit un jour une de nos patientes sur un mur de du centre Abadie. Elle avait écrit « Je voulais pas mourir, je voulais juste me tuer ». Et ça nous a amené avec mes collègues à nous interroger sur le sens de sa phrase, qui est exact. Je voulais pas mourir, c'est-à-dire disparaître dans le néant. Je voulais me tuer, c'est-à-dire défaire cette vie-là, me défaire rendre mon corps, ceux qui restent, et espérer secrètement exister davantage
à leurs dépens dans leur tête, grâce à un carburant terrible qui est un poison qui malheureusement frappe tous les parents qui sont endeuillés par le suicide de leur enfant, c'est la culpabilité. Et c'est la culpabilité qui va faire exister le mort davantage vivant dans la tête de ceux qui restent. Parce que les gens vont constamment se dire qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. On n'a pas vu qu'il souriait alors qu'il allait très mal. On aurait dû se douter que ceci, cela. Et je suis un certain nombre de parents endeuillés par le suicide de leur enfant qui sont, mais je les qualifie, vous voyez, de frappés de radioactivité, tellement leur souffrance est terrible. Je m'occupe notamment, par exemple, d'un couple de parents. Ils sont rentrés un jour du travail, ils ont trouvé la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, etc. Donc, vous voyez, encore ouvert, hein, exposé. Et au fond du jardin, pendu à la balançoire, leur fille. Ces gens-là, ils vont passer par plusieurs étapes. Ils vont enlever la balançoire. Et quand ils rentreront du travail, ils verront la balançoire en hallucination. Ils vont vendre leur maison et changer de maison. Ils verront la balançoire dans le salon. Ils sont hantés par le mort. Et c'est ce qui m'a amené dans mon expérience, si vous voulez, à dire à ces gens que la pire mauvaise idée qu'ils pourraient avoir, c'est d'essayer d'oublier ce qui s'est passé. Il faut qu'ils continuent à vivre avec la présence de l'enfant qui est décédé. Sinon, c'est pas possible. On ne peut pas faire le deuil d'un enfant décédé par suicide. Je vous l'affirme. Donc les gens qui vont vous dire « Oh mais non, il faut se changer les idées. » Non, mais on ne peut pas se changer les idées. C'est le pire du pire. Vous savez que dans la catégorie des drames humains, perdre un enfant est probablement l'un des drames les plus terribles. C'est déjà terrible par maladie, c'est terrible par accident, mais c'est dramatique encore plus par suicide parce que, encore une fois, ça laisse toujours dans la tête des parents l'idée qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait et que finalement c'est de leur faute. Ils ne peuvent pas se retirer cette idée de la tête. Il faut les aider donc à faire avec le fait que leur enfant est décédé, mais qu'il est toujours là. Il faudra, dans les grandes décisions, continuer à faire avec lui. Mais là, je suis en train de vous gâcher la soirée. Hein. Donc, heureusement, on n'en arrive pas à ces extrémités dans tous les cas, mais ayez quand même en tête qu'il faudra toujours prendre au sérieux les lettres d'adieu laissées sur la table du bureau, dans la chambre, voire sur la table du salon. Rappelez-vous de ça. La souffrance adolescente laisse des marqueurs qui sont visibles et qu'il faut donc accepter de reconnaître. Malheureusement, les parents sont le plus souvent les moins capables de voir ces signes. Probablement parce que c'est leur enfant, parce qu'ils l'aiment, parce que l'affectivité vient brouiller leur regard. Et eux ne voient pas qu'il y a des traces de vomi à côté de la cuvette des toilettes, ne pensent pas que s'il y a des gouttes de sang dans le lit, c'est peut-être que leur fille se scarifie. A fortiori, si on retrouve une lame de rasoir souillée, non. Eux, ils vont croire qu'elle a essayé de se raser les jambes, ils vont vous dire comme ça des choses. Et vous dites, mais c'est pas possible, ils sont dans le déni complet. Non, ils sont aveuglés par leur affectivité. On ne peut pas, en tant que parent, vraiment, en tout cas le plus tôt, se rendre compte des choses. C'est la raison pour laquelle nous avons tous, en tant qu'adultes, une mission qui est d'aider à reconnaître à temps. Donc si on est enseignant, éducateur, médecin, etc., et qu'on voit qu'un ado va mal,
Il faut absolument, absolument le dire aux parents. Il faut leur révéler que là, en effet, on est inquiet, qu'il va falloir probablement réfléchir, qu'il va falloir se rencontrer, qu'il va falloir essayer de mettre en place quelque chose pour que l'ado puisse sortir de son mal-être. Parce que c'est vrai que, heureusement, qu'avec des soins, on peut s'en sortir. C'est-à-dire que ces jeunes gens qui sont en grande souffrance en plein milieu de leur adolescence, quand ils parviennent à être reconnus, quand on parvient à les aider dans leur détresse, ils vont finir par digérer leur détresse et ils vont devenir des adultes tout à fait responsables. Et j'ai d'ailleurs eu régulièrement dans mes équipes des soignants qui étaient des adultes qui avaient été des adolescents en grande souffrance et qui sont devenus des vrais soignants. Vous voyez, c'est pas les carottes sont cuites, quoi. On dit pas, ah bah ça y est, elle se scarifie, donc c'est fichu, toute sa vie, elle sera... Non, heureusement que non. Mais à condition de prendre les problèmes à temps. Et dans mon expérience, il y a une différence entre prendre les problèmes avant l'âge de 18 ans et attendre l'âge adulte avant de se poser des questions. Plus on prend le problème tôt, plus on a de chances de parvenir à sortir de l'ornière et à renforcer finalement le sentiment identitaire. Parce que finalement c'est ça que le travail, notamment psychothérapique, permet de faire, c'est que ces personnes, ces jeunes gens qui ont été marqués par des blessures identitaires, finissent par pouvoir faire avec et se renforcent du coup et deviennent ensuite des adultes tout à fait responsables.